Alors, le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel était face à la presse nationale ce samedi 15 janvier pour témoigner de leur soutien au peuple malien face à la situation politique qui prévaut actuellement. Il a par ailleurs condamné vigoureusement les sanctions de la CEDEAO. Ce soir, nous sommes avec Labidi Naba, il est membre du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Avec lui, nous allons revenir sur les grands points de leur déclaration liminaire. Monsieur Labidi, bonsoir. Bonsoir, M. Sawaro, et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 3. Alors, vous avez jugé que les sanctions prises par la CEDEAO sont illégales, iniques, insensées et même terroristes. Alors, pourquoi de telles affirmations? Il faut noter que c'est suite à une analyse de l'impact de ces sanctions que nous avons tiré la conclusion, on peut même dire la conclusion, suite à une analyse technique, que nous avons tiré la conclusion de ce que ces sanctions étaient illégales, incongrues, honteuses et même iniques. Alors, sur chaque point, nous pouvons développer, parce que quand on dit que c'est illégal, c'est quoi? Quand nous prenons par exemple la fermeture des frontières, rien que cela. La CEDEAO, les textes de la CEDEAO ne disposent pas de la possibilité de fermeture des frontières d'un pays membre. Un des présidents d'ailleurs l'a avoué de passage à Paris, le président Bazoum lui-même. Et ensuite, il faut dire que si on a suivi justement les autorités maliennes, notamment le Premier ministre, il ressort que les sanctions ont été prises par un président de commission de la CEDEAO. Un président de commission n'a pas les prérogatives de prendre des sanctions à l'endroit d'un pays. Donc, l'illégalité ici est établie. Ensuite, c'est incongru parce que dans le contexte où nous sommes en lutte contre le terrorisme, on ne peut pas comprendre que des chefs d'État en prise, dont les territoires sont en prise à des difficultés énormes avec la terreur et les terroristes, en viennent justement à décréter la fermeture d'un pays qui est un axe central de la lutte contre le terrorisme. Et la CEDEAO a pour vocation, quelque part, l'intégration des populations. Comment, dans votre prérogative de travailler à l'intégration des populations, vous décrétez la fermeture, donc la coupure des liaisons entre des peuples. Donc c'est incongru. C'est honteux parce que on aurait compris que ce soit des terroristes qui mettent le Mali en quarantaine et que la CEDEAO vienne avec une puissance de feu pour justement rétablir la situation de paix, donc de collaboration avec les pays voisins. Mais que cela soit perpétré par cette institution, nous disons que c'est honteux. Enfin, c'est inique parce que le Mali connaît une situation de putsch, c'est bien vrai, mais le Tchad aussi connaît une situation de putsch. La Guinée aussi. Pourquoi, particulièrement et principalement, s'acharner sur ce pays-là, le Mali, qui est pour nous dans une dynamique véritable de rupture avec justement l'oligarchie prédatrice et exploiteuse. Est-ce que ce n'est pas l'avènement du groupe Wagner au Mali qui a suscité toutes ces sorties-là? Mais bien sûr, en toile de fond, nous savons que c'est justement parce que les autorités maliennes aujourd'hui ont rompu avec les anciennes actions, avec les anciennes collaborations, donc par souveraineté, ont exploré d'autres relations internationales, notamment avec la Russie et d'autres pays, et qui, justement, va apporter
des résultats concrets, apporte déjà des résultats concrets. Il faut noter que dans cette fermeture des frontières, il y a un aéronef français qui a été détecté par le dispositif militaire que les Maliens ont. Et ils l'ont acquis tout dernièrement sous l'égide de ces autorités militaires-là. Ça veut dire que dans un autre pays voisin, on n'aurait même pas vu, on n'aurait pas pu détecter justement le mouvement de cet aéronef. Tout laisse à croire que les relations que nos pays ont avec la France, il faut le dire de façon assez claire, ne sont pas des relations dans la matière justement militaire et de lutte antiterroriste qui peuvent les permettre de venir à bout du mal. De toute façon, depuis 8 années, nous avons vu ce que ça a apporté. Et quand on regarde justement, on ne voit que le terrorisme qui grossit, qui envahit de plus en plus les pays justement de ce précaré. Alors, pour vous, dans cette situation, qui devraient être les actions de la CEDEAO? La CEDEAO, de façon assez claire, aurait dû justement accompagner le Mali. Il faut dire qu'ils sont partis, elle est partie sur la base des conclusions de l'ANR, des Assises nationales pour la refondation. Il faut relever ici que ces assises-là ont été inclusives. Parce que nous ne pouvons pas considérer des personnes ou des organisations, permettez-moi le terme relativement complotiste, qui sont invitées à des assises, qui refusent d'y participer et qui attendent des conclusions pour sortir et les combattre. L'Afrique a toujours connu ce mal. Désormais, il faut lutter farouchement contre cela. Donc, suite à ces assises-là, le peuple malien a décidé justement que la période de la transition puisse être prorogée de 6 mois à 5 ans. Mais nous aurions compris que la CEDEAO, dans une certaine hauteur de responsabilité, discute avec les autorités maliennes qui ont, au plan diplomatique, eu la présence d'esprit de rencontrer déjà certains chefs d'État de cette zone-là, et donc de discuter avec les autorités maliennes pour voir dans quelle mesure cette transition pourrait s'établir. Parce qu'ici, il s'agit de transition. Mais la transition, qui donne le délai à une transition? Ce n'est ni une CEDEAO, encore moins une CEDEAO dont les responsables ne sont pas des exemples de démocratie. Vous avez tout dernièrement vu en Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, nous pensons que la transition, c'est bien le peuple qui peut décider en fonction du contexte, en fonction des réalités et des urgences, de la durée de cette transition-là. Et donc, la posture de la CEDEAO aurait été d'accompagner et même de s'auto-affirmer dans cette lutte contre le terrorisme, en mettant en place une force militaire active et agissante. D'accord. Alors, vous avez également pointé du doigt la France, disant qu'elle est coupable, elle est celle qui cause tous ces problèmes en Afrique, je veux dire bien sûr au niveau de la CEDEAO comme au niveau du Mali. Vous avez également soulevé ces questions, mais pour vous, vous pensez que la France ne protège pas ses intérêts? En faisant cela, est-ce que la France ne protège pas ses intérêts? Est-ce que le problème, c'est vraiment la France ou est-ce que c'est les dirigeants africains? Vous posez là une très bonne question, M. Sawadgo. Il faut dire que nous pointons la France parce que techniquement, avec les données que nous avons, la France est quelque part justement responsable de cela. On ne peut pas dissocier les remontrances que nous faisons à nos chefs d'État et dissocier cela de la France. Entre parenthèses, je devrais souligner que les populations françaises, le peuple français et le peuple de la CEDEAO sont des peuples justement frères, des peuples
dont il existe une certaine fraternité, une certaine collégialité. On parle de la politique ici, de la politique française. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, quand vous prenez, par exemple, le président Bazoum de passage en France, à Paris, et qui dit à Emmanuel Macron, écoutez, Monsieur le Président, par rapport à la fermeture des frontières, les textes de la CEDEAO ne disposent pas d'éléments permettant cela. C'est comme un président qui dit à un autre, ou qui avait reçu des instructions d'Emmanuel Macron, lors de la première session là, de fermer les fermetures, de fermer les frontières. Ensuite, ensuite, le Drian, tout de suite, il sort pour dire justement, écoutez, si on a pu faire cette mobilisation sur tout le territoire malien, c'est qu'on est capable de faire des... Pourquoi ça intéresse tant à cette France-là? Pourquoi on ne laisse pas les bras libres aux pays africains et de mener leur politique? Sinon, je suis d'accord avec vous que ceux que nous devons justement condamner et interpeller en première position, ce sont nos chefs d'État. Et nous ne manquons pas de le faire. Maintenant, il faut justement, dans une certaine globalité, identifier l'adversaire à abattre. D'accord. Alors, puisque les sanctions prises par la CEDEAO, je pense que ce n'est pas sorti directement de la bouche de la France, parce que c'est les chefs d'État de la communauté ouest-africaine qui ont pris ces décisions. Donc, s'il y a des revendications fortes à faire, je pense que ça doit être bien sûr à l'endroit de ces personnes. Si ces autorités se laissent manipuler par la France, la responsabilité ne fait que incomber ces autorités africaines. Du reste, dans notre déclaration, nous avons interpellé la conférence des chefs d'État de la CEDEAO d'avoir des actions conformes aux aspirations des peuples de cet espace. Donc, le message est assez clair. Maintenant, il faut que nous allons au-delà parce que nous savons ce qui se passe. Vous savez, dans l'histoire, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis, quand vous la lisez entre les lignes, mais la Grande-Bretagne a été indexée. Mais la Grande-Bretagne tenait les USA sous le joug par des laquais américains. Donc, c'est ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique. Autant nous devons fustiger et interpeller nos chefs d'État à un comportement souverainiste, et les galvaniser à avoir ce courage d'action, autant nous devons décrier justement les liens morganatiques qu'ils ont avec voilà, la métropole. D'accord. Alors, le temps reparti pour cette émission est achevé. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres actions en dehors de cette conférence de presse que vous avez tenue ce matin? Il faut dire que la coalition, disons le collectif, va se réunir et pense déjà à des actions qui ont été lancées par d'autres mouvements panafricanistes. Donc nous allons étudier comment accompagner cela. Et puis nous voulons faire du cheval, de notre cheval de bataille, celui justement de travailler désormais à mettre en place une CEDEAO des peuples. Donc pour cela, il y a justement un lobbying, il y a un plaidoyer, il y a un travail de fond à mener avec tous les peuples de cette sous-région-là, afin que nous puissions influencer, en tout cas mettre en place une CEDEAO des peuples. D'accord. Alors, merci, Monsieur Labidi, d'avoir accepté à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement. Restez fidèles au programme de la télévision, encore plus proche de vous. Au revoir.